Aujourd'hui, vraiment, sans surprise, on va vraiment parler de l'IA. Alors, pour une petite mise en contexte, je travaille sur mon mémoire sur les chatbots. En fait, j'essaye de voir, en gros, étudier d'abord ce que c'est qu'un chatbot, etc. Voir, je passe sur l'évolution des chatbots, donc l'histoire des chatbots, j'étudie, en fait, euh, la raison du boom des chatbots aujourd'hui, pourquoi on en parle de plus en plus, ChatGPT, Mhm. aussi Microsoft Copilot, qui arrive énormément. Ça, c'est les grands chatbots, mais il y a aussi des plus petits chatbots qu'on peut revoir sur les sites d'entreprise. Voilà, j'essaie de vraiment d'étudier cette question et voir en fait dans quelle mesure en fait les chatbots peuvent contribuer justement au bien-être des entreprises, surtout pour la question de l'accessibilité IT. Surtout pour la question de l'accessibilité IT. L'accessibilité Ok. IT, en fait, on parle vraiment de l'accès à toute personne, toutes les personnes, en fait. Dans Mhm. quelle mesure un chatbot peut permettre l'accès à tout type de personnes, qu'elles soient handicapées ou non Mhm. handicapées. Mhm. Donc vraiment, c'est ça la portée de mon mémoire. Et en fait, dans la construction de mon mémoire, il y a une partie que, que, que- qui s'intitule donc l'intelligence artificielle. En fait, c'est tout simplement pour faire une sorte de, finalement, faire le lien. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Ok, on ok. se dit tous que les chatbots, en fait, c'est de l'IA. Alors que pas du tout. Les chatbots, c'est pas l'IA. En fait, les chatbots utilisent de l'intelligence artificielle, mais pour la compréhension en fait du langage naturel et pour peut-être, on va dire, l'entraînement, etc., qui suit l'entraînement des réponses, etc. Mais en fait, j'essaie de décortiquer cette croyance qu'on a Mhm. des chatbots qui est synonyme à l'IA, en fait. Donc vraiment dans cette partie. Alors j'ai on va dire, mes questions sont comme des questions en entonnoir en fait. Donc je vais commencer par des questions très générales et finir par des questions un peu plus centrées sur mon sujet, qui sont le sujet des chatbots. Et après je te laisserai, je sais pas si tu as des informations que je n'ai pas mentionnées dans les questions que tu voudrais me faire part. Avec plaisir, ouais. Libre à toi de m'orienter parce que vraiment, aujourd'hui, j'ai fait des recherches. On va dire, Mhm. informé sur le sujet, mais je suis pas un expert du tout. Et Je toi, suis pas. avant que tu commences tes questions, juste pour savoir, toi, tu es dans quel domaine? Actuellement, je suis alternant, donc business analyst. Ok. Je travaille dans une entreprise donc, en tant que business analyst, sur les chatbots justement. Donc, ce qu'on développe, en fait, on développe des chatbots donc, justement pour des clients, mais c'est vraiment des clients du secteur public qui ont des besoins spécifiques. Par exemple, en fait, ils veulent faire parler leur FAQ Ok, parce ok. qu'ils ont beaucoup d'informations en fait sur FAQ et du coup ils veulent tout redisposer sur un chatbot auprès duquel justement les utilisateurs pourraient poser des questions et qui fournirait des réponses tout simplement quoi. Donc aujourd'hui Ok, c'est ok. principalement ça qu'on développe dans l'entreprise dans laquelle je travaille et du coup je suis aussi en master 2. Je suis en master 2 du coup à l'ICHEC donc en tant que BA justement et donc voilà. Donc c'est un peu les études dans lesquelles que je fais, et c'est un peu le stade justement auquel je suis aujourd'hui. Aurais-tu des questions par rapport à ça ou on peut commencer? Non, pas de question. Moi, j'étais comme ça, je sais un peu ce que tu sais, comme ça, je sais comment parler aussi. Ah non, ouais, pas de souci. On arrivera à communiquer, je pense. Euh, alors, première question, est-ce que tu peux me donner ton expertise? En fait, les questions que je vais poser, elles paraîtront très théoriques parce que je les ai faites comme ça, en fait, Mhm. mais sont pas libre de répondre comme tu le sens, il n'y a pas Ok, y a pas de ok. souci en soi. Donc, première question, est-ce que tu peux me dire donc un aperçu de ton expertise dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la technologie des chatbots? Ok. Alors moi, du coup, bah, j'ai fait mon bachelier en informatique, de manière assez générale. Et ensuite, j'ai fait un master en sciences des données. Donc ça, là, c'est là vraiment que j'ai commencé dans l'intelligence artificielle. Pas vraiment des statistiques avancées. Donc les sciences des données, c'est basiquement les statistiques modernes qui permettent de faire l'IA comme on la connaît maintenant. Donc là, j'avais une approche assez généraliste de l'IA. Et puis, j'ai fait mon doctorat, maintenant que je viens de terminer, en NLP. Donc la NLP, Ouais. c'est l'IA vraiment spécialisée au texte.
Et donc, moi, j'ai une spécialité du coup en NLP et en particulier dans ce qu'on appelle les topic models, qui sont des modèles capables de venir extraire le contenu, simplifier le contenu d'un grand corpus de documents. Donc, tu vas avoir plein de documents. Tu vas pas pouvoir tous les lire, mais les topic models vont pouvoir te dire, ah, il y a ces thématiques-ci qui sont présentes dans le corpus, et donc ça va permettre de te simplifier la vie. Et c'est un peu des modèles, ça, c'est vraiment des modèles à part par rapport à des choses comme les language models comme GPT. Donc c'est vraiment une autre approche de l'attaque du langage. Mais je connais aussi pas mal les modèles comme GPT, comme Elmo, comme BERT, etc. Parce que j'étais forcément très amené à les étudier, surtout récemment, parce qu'avec ça a fort explosé. Mhm. Donc voilà, ça c'est un peu globalement où on est mon expertise. Moi, je suis vraiment spécialisé dans le texte. Donc je suis un statisticien, un programmeur statisticien qui est spécialisé dans l'IA du texte. Ok, 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 ok. Ok. Alors, ok, c'est intéressant. Et dans la technologie des chatbots, dans la technologie des chatbots, est-ce que tu es à l'aise avec le sujet? Est-ce que tu t'y connais plus ou moins? Est-ce que tu connais plus ou moins l'histoire des chatbots, la raison pour la raison du boom des chatbots? Euh, voilà, première question, j'aurai des questions qui viendront par après. Ok, ok. Alors oui, les chatbots, je suis assez bien à l'aise là-dessus, surtout que récemment, enfin, ça fait un an maintenant, je travaille dans une petite entreprise, comment dire, en tant qu'indépendant, où on réalise des chatbots justement dans le cadre de thérapie psychologique. Mhm, Donc c'est une entreprise, basiquement, c'est un cabinet de psychologie, et on y développe du coup des chatbots pour aller venir aider les gens à faire des thérapies en ligne, parce que bah, le psychologue n'est pas toujours là disponible avec la personne, il faut prendre rendez-vous, etc. Alors que le chatbot, bah, si la personne a besoin d'une réflexion là tout de suite, de discuter d'un sujet, bah, elle peut directement aller se connecter et parler avec un chatbot. ok, Et donc moi, j'ai aidé du coup à développer tout un tas de petits chatbots qui vont attaquer des problématiques spécifiques en psychologie. mhm. Donc ça, pour ça, oui, je suis de plus en plus à l'aise avec les chatbots parce que du coup, bah, c'est mon boulot. Et puis, je connais un peu l'histoire parce que ça m'intéresse aussi. J'imagine que si tu connais l'histoire aussi, tu connais Elisa, qui est Ben, ça, elle, je pensais justement, quand tu voilà. parlais justement de psychologie, c'est à elle que je pensais, ouais, justement. Mhm. Et Elisa, qui est le tout premier chatbot. Et c'est vrai il y avait une histoire de psychologie avec Elisa, je me rappelle plus trop exactement En ce qui fait, était. en fait, du coup, moi, de ce que j'ai compris, c'est que le chatbot a été justement créé en fait dans le but en fait, de remplacer les docteurs en fait, de remplacer les docteurs. En Mhm, fait, du coup, mhm, mhm. le chatbot donc conversait justement avec des utilisateurs et justement en fait c'était incroyable parce que on est dans les années 60 Ouais, et ouais, ouais. on arrive à interagir avec une machine, donc c'est incroyable en fait. On arrive à interagir avec une machine et en fait donc voilà c'était le tout premier chatbot. Après, justement, il y a eu le problème, c'est qu'en fait, on sentait en fait que ce chatbot était un robot et C'est ça, il n'y avait il y pas avait de des grands traitement de clics. langage. Voilà. C'est-à-dire qu'avec Elisa, il y avait énormément qu'on appelle des rules of thumb, comment dire, des petites règles, des petites heuristiques, des petites techniques qu'ils ont utilisées pour essayer de venir faire un semblant de conversation. Mais Elisa était extrêmement limitée. Elle savait à peine te répondre une phrase. Paragraphe, ça c'était absolument impossible d'imaginer à ce moment-là. Et les phrases étaient souvent très répétitives, très formatées. Hein, donc, Mhm, il n'y avait pas de génération de texte. Il avait si je me rappelle bien, il avait des templates de phrases qu'il était capable de dire, et puis il allait venir remplacer des mots qu'il allait extraire dans la conversation. mhm, Et donc, il n'avait pas cette capacité de génération, pas des longs textes, pas aussi d'historique. Donc, il ne comprenait pas après 10 messages, il ne se rappelait pas du message au début. mhm. Donc, il n'avait pas aussi Ah ouais. cette permanence de la discussion. Et Mhm, donc, c'était super impressionnant à l'époque. Et puis, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça marchait pas vraiment. Et ça, je sais pas si tu es un peu au courant de ça. Il y a eu ce qu'on a appelé l'hiver de l'IA entre les années 60 et les années 90, mhm, même 2000, où pendant ce temps-là, au début, on s'est rendu compte que l'IA, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas du tout. On n'avait pas du tout les ressources, ni les technologies à l'époque, la puissance de calcul, les données, il n'y avait rien qui suffisait. Et entre 60 et ouais, 90, 96, l'IA, c'était mort. Donc Elisa, c'est assez intéressant parce que ça arrivait très très tôt et on n'en a plus du tout entendu parler, entre autres à cause de cet hiver de l'IA qui est arrivé. mhm. Ok. Et justement, tu saurais quel est justement l'élément qui a révolutionné justement ces chatbots-là en fait?
m'expliquer justement c'est quoi en fait. Moi, j'ai pensé que c'était l'IA générative, mais quand tu t'entends parler, j'ai l'impression que c'est pas que ça, il y a aussi la puissance de calcul derrière les chatbots en fait qui Il y fait a que. tout un ensemble de choses. Donc vraiment l'IA, si on parle de chatbot, mais la révolution, c'est l'IA en général. Ça, c'est 2012. C'est là où tu as eu le premier modèle neuronal capable de diagnostiquer un cancer avec une capacité plus ou moins similaire à un être humain, à travers l'analyse d'images de biopsie de cancer. Je ne sais plus, je pense que c'était des cancers de la peau, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais il était capable de regarder des images et de classifier si oui ou non il y avait un cancer. Et c'était quelque chose de révolutionnaire à l'époque, parce que pendant tout un temps, on aurait eu cet hiver de l'IA où on pensait que les réseaux de neurones et tous ces systèmes-là, ça ne fonctionnait pas. Entre autres parce que un réseau de neurones, les gros problèmes des réseaux de neurones, c'est que ça coûte énormément de données à entraîner. Ça, c'est le gros problème des réseaux de neurones, c'est qu'il faut beaucoup de données labellisées, ce qui coûte très très cher à faire, parce que, imaginons tu veux classifier des images de chiens et de chats, ben, il va t'en falloir les quelques milliers, et il va falloir à la main dire ça c'est un chien, ça c'est un chat, avant de le donner au modèle. Pour des images de chiens et de chats, c'est facile. Pour des images de cancer, par contre, payer des gens qui vont diagnostiquer ça, ça va coûter plus cher que payer des gens qui vont classifier des images de chiens et de chats. Et du coup, les données, c'était très très limitant pendant tout un temps parce que ça coûtait super cher et on n'en avait pas assez. Et donc en 2012, c'est là où les choses ont vraiment commencé à changer petit à petit, parce qu'avec le temps et avec Internet, on a commencé à avoir accumulé de plus en plus de données. Hein, donc on a une explosion exponentielle en termes de données dans le monde. Hein. Je crois qu'on est quelque chose comme 125 zettabytes pour le moment, alors qu'en 2000, on était à peut-être quelques centaines de pétabytes, je ne sais pas exactement, mais le changement est assez radical. Donc ça, c'est les données, c'est un aspect important. Il y a la puissance de calcul aussi, qui est un autre aspect important, en particulier les GPU. Les GPU qui, à la base, bah, c'était beaucoup pour le jeu vidéo, et puis on s'en est rendu compte qu'on arrivait à utiliser les mêmes processeurs pour entraîner les réseaux de neurones. Et maintenant, les GPU sont très, très, très optimisés pour entraîner les réseaux de neurones, parce qu'ils ont à l'intérieur d'eux maintenant ce qu'on appelle les calculs de tenseurs, des processeurs de tenseurs capables de faire des calculs sur des matrices multidimensionnelles, ce qui est le calcul principal de l'entraînement des réseaux de neurones. Et donc ça, c'est le deuxième aspect, c'est la puissance de calcul. Après, tu as aussi l'aspect des librairies open source. Et ça, Mhm. ça c'est absolument incroyable. Facebook qui a fait ça, je pense. De quoi? C'était Facebook qui a commencé les librairies open source, je pense. Je ne pense pas que c'est nécessairement Facebook. Je pense que c'était Google ou d'autres. Parce qu'ici, quand je parle de librairie open source, moi, je parle de choses comme ce qu'on appelle TensorFlow, PySpark, Mhm, Scikit-learn, NLTK. mhm. Tout ça, ce sont des librairies accessibles gratuitement où n'importe qui avec un ordinateur peut réaliser des modèles. Et ça, c'est un truc qu'on ne parle pas assez, je trouve, parce que dans l'histoire de l'humanité, c'est absolument incroyable d'avoir accès à des technologies aussi puissantes gratuitement. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller sur Internet, peu que tu as un PC, tu peux toi-même faire ton réseau de neurones à la maison. C'est absolument libre d'accès. Et ça, c'est aussi extrêmement important dans l'explosion du coup de l'IA. Donc, ça vraiment ces trois aspects-là, donc données, puissance de calcul, et puis librairie en libre d'accès. Et ça, ces trois aspects-là ont amené à quoi? À des nouveaux algorithmes et des nouveaux développements dans l'IA. Donc 2012, ça, c'est vraiment là où on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Avant ça, ben, que je te disais, il y avait l'hiver de l'IA, et l'hiver de l'IA, ben, on avait tellement peur que ça fonctionnait pas, on avait tellement été désillusionnés qu'il y avait très, très peu de fonds. Et en 2012, on s'est rendu compte soudainement, ah, ça fonctionne mieux. On a les capacités de le faire, et à partir de là, ça a explosé à une de ces vitesses que c'est absolument impossible d'imaginer. Et en quelques temps, il y a eu des modèles incroyables en NLP qui sont explosés. Le Word2Vec, pour moi, c'est le modèle qui, alors vraiment la naissance des modèles de langage qu'on appelle ça aujourd'hui comme GPT. C'est vraiment quelque chose comme Word2Vec, c'est 2014. Bon, tu veux que tu dis? Word2Vec. Mhm, Donc, mot à vecteur, Word2Vec. mhm. Avec deux, pas tout. Et donc, Word2Vec, c'est 2014. Et donc, en 2014, on a eu ce modèle où c'est un réseau de neurones, basiquement, qui est capable de transformer les mots du langage humain dans un espace mathématique vectoriel. De tel sens à ce que les mots
a une relation, la relation sémantique entre les mots est décrite dans l'espace vectoriel. Et donc, on est capable de faire des choses comme roi moins homme plus femme égale reine. Hein. Donc, à partir de là, on est capable de faire de l'algèbre, des mathématiques sur les mots. Et à partir de là, tout s'est développé. C'est-à-dire que fondamentalement, à la base de la base de la base de GPT, c'est Word2Vec. C'est cette capacité de transformer les mots dans un espace vectoriel de telle sorte à ce qu'on puisse manipuler les mots en mathématiques et donc sur un ordinateur. Ok, ouais. Et ça, c'est 2014, et ça, c'est la suite directe de 2012 avec l'explosion des réseaux de neurones. À partir de là, ça n'a fait que évoluer. Un autre point extrêmement important de Word2Vec et des modèles de langage de manière générale, c'est qu'ils ont un point ils ont un avantage absolument incroyable, c'est qu'on n'a pas besoin de labelliser les données. On peut juste prendre du texte brut tel quel, on le fournit à la machine, et il le prend et il apprend. Et ça, c'est ce qu'on appelle c'est un peu la révolution des modèles pré-entraînés, des modèles non supervisés. On va pouvoir entraîner des modèles extrêmement puissants, extrêmement complexes, sans avoir besoin de labelliser les données. Ensuite, on a ces énormes modèles qu'on a entraînés, et on appelle ça maintenant des modèles fondateurs, des modèles pré-entraînés qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour faire plein de tâches. Donc GPT, il était entraîné une fois, GPT-4, et maintenant tout le monde peut l'utiliser sur Internet et on le réentraîne pas, quoi. Il suffit de lui donner un prompt et il répond. C'est ça, c'est avec le NLP, ça, du coup, qu'il le fait. C'est ça, C'est grâce au NLP, ouais, c'est ça. Ok, ok, ok. c'est Ok, ça. ok. Mais mais c'est des réseaux de neurones fondamentalement. Le NLP, ça c'est juste l'histoire d'utiliser le texte. Euh, mais fondamentalement, c'est le deep learning, c'est du réseau de C'est neurones. deep learning, ouais, c'est ça. Ah, plutôt, je veux dire, c'est pas le machine learning, plutôt, le fait de l'auto-apprentissage. Alors, ça, dans la classification de l'IA, on peut catégoriser l'IA, enfin, on peut donner des sous-catégories de l'IA. Donc, il y a l'IA de manière générale qui est en réalité un concept assez vague. Donc, l'IA, c'est tout ce qui mimique le comportement humain. Hein, donc, une IA dans un jeu vidéo, c'est une IA, même si c'est pas du Mhm. tout intelligent. Après, tu as plus profondément, tu as l'apprentissage machine. Donc, ça, c'est une IA qui apprend. Donc, tu as une période d'entraînement à travers une analyse de données. Et puis là-dedans, tu as le deep learning, où ça, c'est du machine learning, donc c'est une IA type machine learning sur base d'un réseau de neurones Ok, profond. ok. Ok, donc le Et deep ça, learning, c'est ouais, donc le deep learning, c'est du machine learning, en fait. c'est ça, c'est ça. Ok, d'accord. Ok. Je crois qu'il y avait une distinction entre les deux, en fait. Non, 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 non. Ok. C'est automatiquement du deep learning. La NLP, elle vient un petit peu se mettre dans l'IA et en dehors, parce qu'il faut savoir que la NLP, avant, c'était pas de domaine de l'IA. Avant qu'on appelle ça de la NLP, on appelait ça de la computational linguistics. C'était la NLP a commencé tout d'abord comme étant un domaine de linguistes qui utilisaient les ordinateurs pour étudier les langages. C'était Ok. ça fondamentalement la NLP. Avant d'être un domaine, maintenant on appelle ça un domaine de l'IA, mais ça a commencé par un domaine des linguistes. Puis maintenant, c'est de plus en plus IA au point où on ne différencie plus les deux. Mais faut savoir qu'il y a aussi pas mal d'NLP qui sort en réalité de l'IA. Mm. Et majoritairement, en fait, l'IA, c'est vraiment pour comprendre, plutôt, le NLP, c'est vraiment pour comprendre le langage naturel, en fait, pour comprendre le langage humain, en fait, détecter C'est quel ça. mot signifie quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Oui. Mhm, mhm. Ok, 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 ok. Et du coup, c'est ça la révolution des chatbots, en fait. C'est ça, l'IA, en fait, est la révolution des chatbots, si je comprends bien ce que tu me racontes. C'est ça, il y a pas vraiment de Ouais. différence entre les deux, c'est une pure continuation. C'est Ouais. vraiment 2012, les réseaux de neurones reviennent en force. 2014, on arrive à traduire les mots en vecteurs mathématiques. Grâce à ça, on a des modèles qui sont capables du coup de comprendre le langage sans avoir besoin de données labellisées. Et puis là, c'est juste là, à partir de là, on fait des modèles de plus en plus complexes, de plus en plus puissants. On va sur du Word2Vec, ensuite on va sur du FastText, qui lui va pas analyser les mots, mais les sous-parties des mots. Donc, on va pouvoir analyser les suffixes et les préfixes. Ensuite, on va avoir Elmo, qui est le premier vraiment langage, modèle de langage similaire à GPT, où là, on va aussi avoir des analyses de polysémie. C'est-à-dire qu'un mot le même mot peut parfois avoir plusieurs sens. Hein. En anglais, il y a par exemple bank, donc une banque, c'est la banque. Parfois, c'est le côté de la rivière ou c'est la banque là où tu mets ton argent. Mm. Alors, un truc comme Word2Vec va donner la même représentation, c'est le vectoriel
à ce mot-là, alors qu'un truc comme Elmo et un truc comme GPT va regarder le contexte, c'est-à-dire l'entièreté des mots autour de ce mot-là pour revenir donner une représentation. Ok. Et donc ça, c'est Elmo qui a changé ça. Et puis après, tu as eu GPT avec les Transformers. Donc ça, c'est aussi une des grandes raisons de la révolution actuelle. C'est les Transformers, je crois que ça, c'est 2018. Ouais, Transformers, c'est 2018. Et ça, c'est un type d'architecture de réseau de neurones qui, fondamentalement, se base sur ce qu'on appelle l'attention. Donc l'attention, c'est quoi? C'est ici, quand je te dis qu'on va du coup avoir des représentations de mots qui vont différer en fonction du contexte, Elmo, qu'est-ce qu'il faisait? Il mélangeait en fonction de la distance. C'est-à-dire que les mots les plus proches allaient impacter cette nouvelle représentation plus que les mots les plus éloignés. Avec les Transformers, donc les modèles comme GPT, on va pas se baser sur la distance du mot pour venir impacter sa représentation. On va venir vraiment le modèle va analyser et réfléchir quel mot il doit mélanger avec ce mot-là afin d'arriver à la meilleure représentation. C'est-à-dire qu'il va regarder une phrase et il va pas juste se dire: «Ah, ce mot-là, il est à côté de ce mot-là, du coup, ils sont reliés». Non, il va se dire: «Ce genre de mot-là a tendance à être lié avec ce genre de mot-là et donc je vais plus prêter attention à ce mot-là pour Ok. lui venir créer une représentation mathématique que le mot qui est juste à côté de lui, qui en fait n'a pas de sens Ok. ou n'est pas pertinent». Et ça, c'est vraiment la dernière grande révolution, c'est l'attention. Ok, 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 ok. C'est intéressant parce que je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Ok, ok, d'accord. Donc, vraiment, en fait, le GPT, il prend le contexte. GPT, Mmh. quand il pose une question, il prend le contexte. Mais du coup, je me dis, parce que ok, tu me parles de. Mais on reste fort sur l'écrit. On reste fort sur l'écrit. Donc, je me demande, pour des reconnaissances vocales, exactement, pour Siri, par exemple, comment ça Mmh. fonctionne? Comment ça fonctionne le traitement vocal, en fait? Alors ça, c'est des modèles totalement différents. Mhm. C'est encore fort séparé ça, parce que ici le traitement vocal, c'est, bah, des modèles qui tu leur donnes de la voix, tu veux en sortir du texte, c'est un peu séparé. Comment dire? Il faut imaginer qu'un modèle, par exemple, comme si on prend un modèle simple comme Orthowec, tu lui donnais du texte en entrée, il donnait le même texte en sortie et Mhm. c'est comme ça que tu l'entraînais, et bon, pour faire de la voix, bah, en gros, tu peux prendre un modèle comme ça, le couper en 2. La partie droite qui générait le texte, tu la gardes. La partie gauche, tu la remplaces avec une partie qui transforme la voix dans un espace mathématique. Donc, au lieu de Ok, transformer des mots en un espace mathématique, puis ensuite recréer des mots après, tu transformes la voix en un espace mathématique pour recréer des mots après. C'est la situation est la même, c'est juste que tu changes l'input. ok, C'est-à-dire que la ok. partie gauche, du coup, elle est un peu différente parce que du coup, elle est spécialisée dans le son, qu'il y a d'autres propriétés, etc. Mais l'idée générale reste la même. Mais Ok. la voix et le son, c'est quelque chose qui c'est assez particulier. C'est un peu de l'NLP, mais en même temps, ça ne l'est pas trop. Enfin, c'est rare dans les conférences en NLP où on parle de voix. C'est plus c'est encore son truc à part, la voix. Ok, c'est Donc pas forcément lié, quoi. non, non, Enfin, non, c'est lié, mais c'est pas c'est directement lié, que lié. tout est lié, mais c'est encore son truc à part, quoi. Ok, ok. Vraiment, là, en fait, je comprends que finalement, c'est les mathématiques en fait, qui ont fait que les chatbots explosent. En fait. C'est le pouvoir Ouais, lier ouais, la technologie à l'informatique pour pouvoir la faire comprendre par l'ordinateur, la traiter par l'ordinateur, en fait, finalement. c'est ça, c'est ça. Ok, d'accord, je comprends. Euh, je vais passer du coup à un tout autre sujet, toujours dans l'IA. C'est par Mmh. rapport à la réglementation. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves, enfin, déjà, qu'est-ce que tu penses du paysage actuel de la réglementation autour de l'IA et par Mmh. conséquent des chatbots? Comment tu trouves que c'est encadré, d'un point de vue éthique? Ouais, point de vue éthique, on va dire. Bon, vraiment, la réglementation, comment tu trouves que c'est encadré? Est-ce que c'est bien encadré? Mmh. Y a-t-il du travail à faire? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Même par rapport, je pense aussi par rapport au boom actuel de l'IA et des Mmh. chatbots. Est-ce que tu trouves que pour l'avenir, il y a des soucis à se faire ou on est bien encadré? Bah, alors effectivement, ça bouge très, 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 très vite et donc ça, les régulateurs, ils vont galérer comme pas possible pour arriver à suivre. Il faut savoir, je ne sais pas si tu es au courant, qu'il y a 2-3 jours, moins d'une semaine, hein,
le AI Act a été voté à la Commission européenne. Ok, ok. Donc ça a été voté, ça a été admis. Maintenant, il faut encore il faut encore que les États membres se mettent d'accord pour comment l'appliquer, mais ça a été voté en tout cas à la Commission. Et donc à partir de là, oui, on a enfin une base de régulation. On est les premiers dans le monde à réguler ça correctement, à réguler ça déjà de base. Je pense qu'effectivement c'est Ah, parce nécessaire. que Par ça exemple, l'est pas, ça l'est pas ailleurs. ah non, 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 ça ne l'est pas pour la simple raison que ça a été tellement vite qu'ils n'ont pas pu suivre. Une loi comme l'AI Act, ça a pris des années déjà à réfléchir, parce que c'est quelque chose quand même d'assez conséquent, assez gros. Il fallait se préparer. L'Europe est assez connue pour être assez efficace pour faire des régulations. Donc forcément, nous, on a été les premiers. L'Amérique, bah, c'est l'Amérique, hein, et c'est les capitalistes très laissés-faire dans leur approche. Donc ils sont prêts à réguler tout de suite. À mon avis, ils vont le faire quand même éventuellement, parce que ce serait inévitable. Je sais bien qu'en Angleterre, eux, ils ont déjà interdit les robots tueurs. À mon avis, c'était assez tôt comme il avait fait. Je suis d'accord avec ça. En même temps, c'est pas ça qui m'inquiète le plus avec les IA nécessairement. Et puis, bon, la Chine, je pense vu ce qu'ils font, ils vont jamais réguler grand-chose. Mais il faut savoir, par exemple, qu'ici, avec les AI Act, en Europe, c'est totalement interdit de faire de la reconnaissance faciale à travers des caméras au public. Ça, par exemple, c'est un truc que les AI Act définit. C'est totalement interdit, sauf dans des cas de terrorisme ou de kidnapping. Ok. Euh, C'est fort utilisé en Chine, je pense. Et ça, c'est très, très utilisé en Chine, exactement. Le crédit social, par exemple, qui est utilisé en Chine, où on va venir donner un crédit et donner des autorisations d'aller prendre le train ou pas aller prendre le train en fonction si tu es un bon citoyen. Ça aussi, c'est quelque chose qui est totalement interdit au niveau de l'AI Act. Donc ça, c'est encore une autre bonne chose. L'AI Act aussi va te définir que tu es forcé de dire à tes utilisateurs qui parlent avec un chatbot. Donc quand tu recevras un mail qui aurait été écrit par une IA, l'AI Act va te forcer à écrire en bas du mail, ce mail était rédigé par une IA. Qui, Et qui, donc, ouais. je peux me permettre de te couper quand tu parles Ouais, vas-y, vas-y, ou vas-y. tu préfères que je te laisse parler? Finir Non, ce non, que vas-y, tu. vas-y, dis-moi. Ok. Euh, quand tu parles de l'AI Act, est-ce que tu peux me dire à qui sont soumis justement ces réglementations? Qui sont Dis-moi. soumis à ces qui sont soumis à ces réglementations justement? Alors, qui sont soumis à ces réglementations? Toute organisation, entreprise, État qui utilise l'IA sur le territoire européen ou, Ok, ou à des citoyens européens. ok, d'accord. Ok. Voilà. Moi qui fais un travail à l'école, qui utilise GPT, dans mon travail, par exemple, pour créer du texte, je ne vais Mhm. pas avoir à mentionner l'IA. Euh, je ne sais pas, ça c'est une question que je ne sais pas trop te dire. Mais je Parce pense que, a priori, c'est comment dire, dans l'esprit de la loi, tu devrais le faire. Après, je sais pas si ça s'applique à des individus. oui, c'est ça l'action. Ouais. Voilà, mais dans l'esprit de la loi, c'est l'idée. En tout cas, pour Ok. les entreprises, les organisations et pour les États. Mhm. Pour les individus, bon, ça, je ne sais pas. Surtout que c'est beaucoup plus compliqué à appliquer. Mhm. Mais dans l'esprit, oui. Ok. L'idée, c'est d'être transparent dans l'utilisation de l'IA. Mais ça, les gens savent, oui, quand ils s'adressent et quand ils interagissent avec les IA. Ouais, c'est ça, ok, ok. Mais ce dont tu parles, je le vois déjà dans les bots nous on développe. Mhm. Au-dessus, il y a toujours marqué, oui, je suis tel, le nom du bot, je suis un robot. Mhm. On le spécifie, on note que je suis un robot, je suis pas une personne physique. Ouais, ouais. Et Bientôt, ce sera. éventuellement, il y aura une redirection vers un agent en termes de live chat, etc. Mais Ok. c'est pas, tu vois, c'est noté, quoi. Mais Et du bientôt, coup, ce sera obligatoire. ouais, ce sera obligatoire, oui, c'est ça. Donc, Euh, il y a déjà une marge d'avance par rapport à tout ça. Mais je t'ai coupé par rapport, tu me parlais par rapport à l'AI Act, à la réglementation au niveau européen. Tu mhm. m'expliquais comme quoi voilà, il y avait de belles initiatives à ce niveau-là. Voilà, Euh, ça bouge bien, c'est une bonne chose. Après, oui, ben, le problème de l'IA, c'est que ça va tellement vite que c'est absolument dur de suivre. ouais, Donc, les conséquences sociétales, les conséquences économiques, enfin,
toute forme de conséquence. Parce qu'en réalité, l'IA, enfin, il y en a qui s'en rendent compte, il y en a qui s'en rendent pas encore compte. L'IA, pour moi, c'est une des plus grandes révolutions de l'humanité, comme Internet, comme l'électricité, comme la machine à vapeur, l'imprimerie. L'IA, c'est la nouvelle révolution en termes technologiques. L'impact, on n'est pas encore conscient de l'impact total que ça va avoir. Donc déjà, par exemple, sur les emplois, il y a pas mal de gens qui vont perdre leur boulot. Je Ah ne ouais. sais pas si tu es au courant récemment, il y a une nouvelle IA qui a été développée, qui est capable de remplacer un programmeur de A à Z. C'est-à-dire, tu lui donnes un projet, l'IA est capable de définir les étapes du projet, les sous-étapes, taper du code, venir débugger dès qu'il y a des erreurs, aller sur Internet pour rechercher la doc, créer ensuite un site web pour venir te faire une visualisation des résultats, et ça de A à Z. Ah ouais, attends, j'aimerais faire des recherches sur l'IA si tu as le nom, peut-être, par Oui. hasard. Alors, je vais te retrouver le nom. Il faut juste que j'aille rapidement sur Internet. Donc, Papapam. Minutes, j'ai peur. Alors, je sais bien où trouver le nom, je sais juste pas c'est quoi le nom. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais savoir. parce Alors, que ça ça, c'est s'appelle tout vraiment bon. intéressant, c'est vraiment un exemple parfait pour montrer qu'en fait, l'IA est un problème pour le monde pour le marché du travail, en fait. Mhm. Et en fait, Alors, c'est il y incroyable. a des avis mitigés, en fait, il y a des avis mitigés. Certaines personnes disent que l'IA, nous ne sommes pas soumises à l'IA, mais d'autres personnes disent que justement, l'IA, c'est un danger et il faut prendre ça en considération parce que ça arrive fort, quoi. Ah voilà, c'est Devin. Devin. D-E-V-I-N. Donc, Devin Software Engineer. Tu peux taper ça Mhm. et tu vas tomber dessus. Alors, il y a une vidéo sur YouTube et tu vas voir ce que je t'ai raconté, où le mec, il lui donne une tâche à faire et de A à Z, l'IA, elle te définit la charge, enfin, comment? Elle te sort en output, comment on appelle ça encore? Un cahier des charges. Mhm. Elle t'applique chaque opération du cahier des charges, du développement au débugage, à la documentation, à la visualisation finale et au packaging, quoi. Cette IA est capable de faire du débogage, c'est incroyable parce qu'en fait le Ouais, ouais, débogage c'est ce qui est le plus compliqué. Moi je pense, j'ai codé un petit peu en Python et je pense que le code normal, ok, ça va, mais déboguer du code, c'est ce qui est le plus compliqué en fait, c'est détecter c'est ça. d'abord l'erreur en fait, parce qu'en fait je peux avoir 900 lignes de code et avoir un bug sur ma 700e ligne de code, tu comprends? Mhm. Je dois le savoir, en fait. Il faut que je le sache. Oui, Du c'est coup, c'est ça. que le fait que l'IA sache que ce qui m'empêche de progresser est l'erreur que j'ai commise à la ligne 700, c'est incroyable, en fait. Mhm. Je trouve ça Non, comme c'est incroyable. vraiment. Pire encore, c'est vrai que je me viens de me rappeler de ça, l'IA en débuguant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit des print statements dans le code pour venir afficher la valeur des variables à ce moment T, là où il y avait le bug, pour ensuite pouvoir faire le débugage. Ah ouais, bah oui. Ah ok. Ouais. Euh, Ouais, ouais. et en soi, c'est pas étonnant parce que je veux dire, un bug, ben, c'est facile à reconnaître. Quand tu tapes une exécution dans ta shell et que dans ta shell, tu vois qu'il y a le mot traceback, erreur Python, tu sais qu'il y a un bug. Et à partir de là, ça, c'est super facile à détecter. Ensuite, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, moi je l'ai déjà fait pas mal de fois, je l'utilise de plus en plus. ChatGPT pour débugger, c'est super cool. Le nombre de fois où je sais pas, voilà, j'ai pas envie de galérer avec le problème, je copie-colle le message d'erreur que Python m'a donné dans ChatGPT, Enter, et puis ChatGPT m'explique c'est quoi le problème. ChatGPT explique c'est quoi le problème. Effectivement, il explique c'est quoi le problème et carrément, il lui faut pas beaucoup de contexte pour comprendre Non, 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 non. la solution, en fait. Non, C'est non, ça non, qui est il incroyable, en sait tout, fait. il sait tout. C'est bah, du coup le fait c'est mais du coup qu'est-ce qui fait que ChatGPT soit aussi fort? C'est sa puissance, je dirais, c'est sa puissance de calcul forcément, mais je veux dire c'est on est dans le traitement de langage ou Mhm. on est plutôt dans, je dirais, l'apprentissage. Alors, GPT, il faut savoir un truc, hein, et ça c'est un truc qui est important d'être au courant, c'est que les modèles de réseaux de neurones tels qu'ils existent, qui fonctionnent, on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire que ça fonctionne, on sait que si on continue d'aller dans la direction qu'on va en créant des modèles de plus en plus gros, ben, ça va fonctionner de mieux en mieux.
qu'est-ce qui se passe réellement, fondamentalement, à l'intérieur de ces modèles? On n'est pas tout à fait sûr. C'est-à-dire que maintenant, on en est à un point quand même où tu as une grande partie du domaine de la science, de l'intelligence artificielle, qui fait que étudier ce qui se passe à l'intérieur de ces modèles-là. Mmh. Parce qu'on a créé des modèles, et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que ça arrive, on a créé des outils qu'on ne comprend pas. Ils fonctionnent, on sait qu'ils fonctionnent et on comprend qu'ils fonctionnent, mais la raison pour laquelle on les a créés ainsi, c'est par pure intuition. C'est-à-dire qu'on pense que ça marche comme ça, et du coup, on va dans cette direction-là. Mmh. Mais personne ne sait décrire exactement, spécifiquement, qu'est-ce qui se passe dans une séquence de neurones pour arriver à la solution. Où se trouve l'information? Ça, c'est un des plus grands mystères des réseaux de neurones encore aujourd'hui. C'est on ne sait pas comment les réseaux de neurones arrivent à stocker l'information dans leurs paramètres. Parce que tout ce qu'un réseau de neurones est, en soi, c'est un ensemble de connexions neuronales, et toute l'information que contient GPT est purement et totalement, contenue dans ces paramètres-là, donc dans la force des connexions neuronales. C'est là, absolument là et nulle part ailleurs, qu'il y a, tous les livres qu'il a lus, quoi. Alors comment est-ce que, quand tu parles d'un livre random, GPT arrive à savoir de quel livre tu parles et arrive à te faire des citations du bouquin, alors que, je veux dire, il a bouffé quelque chose comme, 5 000 000 de livres à l'équivalent, et il est capable de, quand tu lui parles de trucs précis, aller spécifiquement, en quelques secondes, récupérer l'information pertinente sur ce bouquin-là. Mmh. Et ça, c'est un truc qui est juste fascinant. On ne sait pas comment les réseaux de neurones stockent leurs données. On ne sait pas comment est-ce qu'ils vont rechercher ces données. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe entre les neurones. Alors, on a des idées globales. On sait bien qu'il y a des parties, il y a des couches qui sont spécialisées dans les adjectifs. Il y a des couches qui sont spécialisées dans l'analyse de verbes, compléments au sujet, etc. Voilà, on a une compréhension basique de certaines opérations, mais comment est-ce que tout ça interagit ensemble pour créer un tout, où à la fin, voilà, tu as une réponse? On n'a aucune idée. Ça fonctionne. Mmh. Et tout ce qu'on sait, c'est que on a faut plus ou moins aller dans cette direction-là pour que ça continue de fonctionner. Et vraiment, il y a que les plus grands génies qui développent ces modèles-là, qui comprennent réellement, fondamentalement ce qui se passe. Je veux dire, même moi qui suis docteur dans le sujet, voilà, j'ai une idée, j'ai quand même une bonne compréhension de la chose. Quand je parle à GPT, je sais comment interagir avec parce que je sais son fonctionnement interne, j'ai une intuition. Mais fondamentalement, je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'il va chercher l'information d'un livre particulier. C'est fascinant, c'est absolument fascinant. On a des outils qu'on utilise, on ne sait pas comment ils fonctionnent. Ouais, mais ça, c'est tu une inquiétude par rapport à ça? Bah, il y a plusieurs inquiétudes à avoir. Déjà, ils sont absolument imprévisibles. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. On ne pourra jamais régler le problème des hallucinations tant que les modèles, fonctionnent de la manière dont ils fonctionnent. Parce que les modèles actuels sont des modèles qu'on appelle des modèles stochastiques, c'est-à-dire qui ne font que fonctionner sur des probabilités où GPT, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va à chaque fois, écrire le prochain mot, et le prochain mot, il le choisit au hasard sur base de, tous les mots qu'il a écrits et tous les mots que tu lui as écrits. Alors c'est pas au hasard pif, hein, veut dire il a créé une distribution de probabilité sur laquelle il va échantillonner. Mais il aurait pu prendre un mot, il aurait pu prendre un autre. Pourquoi un, pourquoi l'autre? On ne sait pas. Ce qui veut dire que sur base d'un prompt, tu peux avoir des centaines de milliers de réponses différentes. Ce qui veut dire qu'il est impossible de périmétrer le comportement d'une IA, qui se comporte dans la nature. Et que si tu là, moi j'ai voilà, je travaille pour cette petite entreprise de psychologie, on fait des IA. Je répète en permanence au boss que, heu, j'ai fait plein de tests, je pense que ça marche. Mmh. Je n'ai aucune idée en réalité, parce que ça se trouve, 2 personnes vont envoyer un prompt, et avec ce prompt spécifique voilà, juste à ce moment-là du temps, le modèle va décider d'écrire un truc qui n'a absolument aucun sens, ou qui est complètement faux, ou qui est complètement pas ce qu'on veut, et je n'aurai aucune capacité de prédire ça. Je peux faire autant de tests que je veux, je peux pas garantir le comportement, je ne peux pas périmétrer le comportement du l'IA. C'est impossible. Ça, c'est le plus grand problème qu'on a maintenant, et l'hallucination où l'IA va inventer des trucs qui n'existent pas, parce que l'IA n'est pas
entraîné pour créer de la vérité, il peut pas le faire. Il est entraîné pour créer des textes cohérents. Ah ouais, ok. Sur base de tout ce qu'il a lu. Et il a tendance à dire la vérité parce que tout ce qu'il a lu, il va écrire des trucs similaires. Et donc, vu qu'il a lu beaucoup de vérité, il a tendance à écrire de la vérité. Mais en réalité, il n'est pas entraîné pour créer de la vérité. Ça, c'est juste un side effect. Il est entraîné pour créer des textes cohérents. Mhm. Et il est entraîné sur base de ce que nous mettons sur Internet, C'est ça. de ce que nous écrivons. Ce qu'on lui a fourni en particulier. Ouais. Ouais, ce que je veux dire, c'est surtout pour un chatbot, par exemple, ou une IA à qui on a fourni justement de la documentation émanant justement de conversations entre êtres humains ou je ne sais quoi de documentation, bah, il se basera sur ça pour fournir sa réponse. Par exemple, je pense à un chatbot justement qui justement a eu, en fait, il y a eu un problème de racisme, je pense. Le chatbot avait été entraîné, je ne connais plus très bien l'histoire, en tout cas, il fournissait en fait, des réponses racistes. En fait, il était très, très catégorisant. Et en fait, on avait compris qu'en fait, c'était juste une transposition en fait, de la nature humaine. En fait. C'était juste une transposition de la nature humaine. En fait, le Mhm. chatbot répond comme les êtres humains sont, en fait. Exactement. Ça, c'est un grand, grand, grand débat à avoir au niveau de l'IA. Parce que, il y a eu récemment les IA de Google où ils avaient essayé d'être le moins raciste possible. Ce faisant, ils sont devenus extrêmement racistes. Parce que si tu leur demandais d'avoir une photo d'Hitler, imaginons, bah, Hitler était noir. Ouais, ok. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont tellement essayé d'empêcher l'effacement du coup des noirs dans les réponses, ce qui arrive souvent parce que du coup, tu as plus de blancs dans les données que ce que tu as de noirs. Du coup, ils ont essayé de super simpler les personnes noires dans les réponses, les données pour essayer d'équilibrer les résultats. Ce faisant, ils ont abusé, ils ont overshoot, et du coup, bah, tout le monde à peu près était noir. Ouais, ouais. Et ça fait le résultat inverse, et du coup, ça pouvait aussi créer des trucs assez racistes dans le même genre. Mhm. Alors qu'on Mhm. avait essayé justement de ne pas le faire. Alors ils se sont excusés, mais en réalité, je veux dire, c'est pas leur faute. Moi, je trouve ils ont essayé de faire de leur mieux. Et le problème, c'est que, bah, c'est comme tu dis, l'IA n'est que le reflet des données qu'on lui donne, et les données sont le reflet de l'humanité. Et ça, c'est le gros problème qu'il y a avec l'IA en termes éthiques et en termes de performance, c'est que soit tu prends les données, tu lui donnes telle qu'elle à l'IA, et l'IA serait très performante, mais il y a des risques qu'elle soit raciste, parce que l'être humain est pas toujours très sympathique. Soit tu essaies de faire un effort énorme de venir réduire ces problèmes de racisme, ces problèmes voilà, de messages qu'on ne veut pas, mais automatiquement, et sans... voilà, il y a pas moyen d'éviter ça, tu perds de la performance. Pourquoi? Parce que si tu essayes de trafiquer les données pour arriver à un résultat différent de la réalité, ça veut dire que, vu que le modèle est un reflet des données qui est un reflet de la réalité, si tu changes les données pour essayer de refléter autre chose, eh ben, le modèle qui en suit ne sera pas un reflet de la réalité. Il sera un reflet de ce que tu veux que la réalité soit. Ouais. Et vu que ce n'est pas la réalité, automatiquement, le modèle sera moins performant. Donc c'est impératif de garder cette réalité, en fait. De Et ben, garder ce chatbot c'est un qui grand fait débat, en fait. C'est un débat à avoir. À quel point est-ce qu'on veut est-ce que la performance est plus important que le social? En Europe, par exemple, c'est une réponse enfin, c'est une question qu'on a répondu qu'à un moment, parce qu'on n'est pas full capitaliste comme les Américains. Du coup, c'est non, en On a fait. décidé que la performance économique n'était pas aussi importante que la qualité de vie des gens. Et donc, on a un système qui, voilà, économiquement, voilà, on n'est pas aussi puissant que l'Amérique, mais derrière, moi, j'aimerais pas vivre en Amérique parce que t'es dans la merde là, t'as pas autant d'aide qu'ici, quoi. Ouais. Mais donc, la question va se poser ici pour les modèles, ce genre de modèle, de performance ou social. Et alors, en fonction quelle entreprise crée ces modèles, ils vont tendre d'un côté ou de l'autre. Et qui les utilise, ils vont aussi tendre d'un côté ou de l'autre. C'est un sujet qui m'intéresse. En fait, t'entends parler, ça m'intéresse, ça ouvre mon Mhm. esprit. Le problème, c'est qu'en fait, il reste 15 minutes environ et j'ai peur j'ai peur de pas avoir assez de temps pour poser l'une ou l'autre Oui, mais question restons sur tes questions, oui, c'est vrai que c'est important.
Non, mais je veux dire, ce que tu me dis aussi, c'est important. C'est juste que je veux pas pas déborder, abuser de ton temps. Euh, j'ai encore une autre question à te poser, c'est par rapport à l'avenir, justement, des chatbots, en fait. Yes. Euh, est-ce qu'il y a une tendance qui arrive, que tu prévois dans le domaine de l'IA appliquée au chatbot? C'est-à-dire un truc qui vient, qui pourrait révolutionner encore davantage, justement, Hmm. cette technologie dans le futur en tant qu'expert. Dans les chatbots, là tout de suite, j'ai pas vu de grande folie arriver pour le moment. Il y a eu de grandes folies dans d'autres domaines, hein, par exemple la génération de vidéos avec Sora, Mhm, génération d'images, surtout avec ControlNet et les Stable Diffusion qui sont sortis. Donc ça, pour le moment, c'est là que les grandes évolutions sont enfin, très récemment sont sorties. En termes de chatbot et de texte, tu as le multimodal. C'est vrai que c'est important. On se rend compte, pas maintenant, il y a de plus en plus de chatbots qui savent gérer le texte et l'image et la vidéo, et enfin, de plus en plus de choses. Et donc ça, je pense que le multimodal, effectivement, ça risque d'être la suite, où tu pourras envoyer une page Internet entière à un bot. Il va pouvoir lire la vidéo, regarder les images, lire le texte et comprendre l'entièreté et pas juste le texte. mhm, Ça, à mon avis, ce serait un futur potentiel. D'autres futurs. Le problème, hein, c'est que ça bouge tellement vite et ouais, c'est tellement toujours inattendu que c'est dur de prédire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de directions dans lesquelles les choses peuvent aller, mhm, et il y a tellement et le passé sur les 4 dernières années que j'ai étudié tout ça, le passé m'a montré qu'il y a tellement de directions et généralement ça va pas dans la direction que tu penses que ça va aller. mhm, mhm, ouais, ouais, c'est logique. Ouais. C'est imprévisible, ça va extrêmement vite et en gros, tu sais quand ça arrive. En fait, c'est l'invention, ça représente l'invention de l'homme, en fait. C'est la capacité de l'homme à inventer, à se réinventer, en fait, à rebondir sur cette invention, en fait, sur cette innovation. Ouais, mais ici, c'est super chargé. Je ne sais pas si tu as entendu parler du concept de la singularité en Mhm, IA. Je pense personnellement qu'on y est. On y est. On en est à un point où tu as plus d'articles scientifiques qui sortent dans mon domaine de l'IA par an que ce que je peux en lire dans une vie. Voilà. Moi, en tant que scientifique, je ne peux pas suivre ce qui se passe, hein, en tout cas, pas dans tout le domaine de l'IA, c'est impossible. Et dans la NLP, on en est à plusieurs milliers d'articles aussi qui sortent par an. Bon, je pourrais passer mon temps à lire plusieurs des milliers d'articles par an. Si je fais ça à temps plein, il y a moyen. Par contre, non, en pratique, ça va pas se passer comme ça. Je vais pas pouvoir faire ça en vrai. mhm, ouais, Donc, non, on est à la singularité. On en est à un point où la technologie avance tellement vite, tellement fort, qu'on va pas suivre. Et l'IA ne va faire qu'accélérer ça. Parce que ça, j'avais parlé ça dans un séminaire récemment. Avec l'IA, tu écris plus vite, tu lis plus vite, tu codes plus vite. La productivité, le gain en productivité par l'IA, c'est pas, ça se compte pas en 20-30%, ça se compte en x5, x10. La conséquence, je pense, sur les 10 prochaines années, on n'est pas prêt. Ça va exploser en termes de gains économiques, de gains de standards de vie, d'un côté, et d'un autre côté, une disruption totale de la vie humaine, économique. Donc, je pense que ça va faire énormément de bien et énormément de mal très, très vite. Et ça va être un bordel. Ça va être un bordel pas possible, en tout cas à court terme. Et puis à long terme, j'espère qu'on va réussir à se stabiliser et à vivre avec ça, mais à court terme, je m'attends à un bordel pas possible, hein. Parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur boulot, ils vont rien comprendre. Déjà, bah, tous les software développeurs, comme je te parle, avec l'IA qui est sortie récemment, on en a créé beaucoup des software développeurs sur les 10-20 dernières années, hein. Il y en a quand même quelques millions maintenant. Imaginons que toutes ces personnes-là, soudainement, ils ont plus de boulot. Qu'est-ce qu'on fait? mhm, Parce que les gens pensaient que c'était voilà, les conducteurs de camions, les ouvriers qui allaient perdre leur boulot. En fait, non, c'est les white collar workers, comme on dit, hein. Les, les, les gens qui travaillent dans les bureaux, c'est eux qui vont perdre leur boulot en premier. C'est le middle class, réellement. Et donc, comment ça va se passer? Je suis pas sûr, parce que ça va être un Bête, bordel pas possible. bête question, tu crois en l'IA forte? On l'IA forte AGI, tu veux dire,
En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a fort, justement, c'était la transposition de l'homme, en fait. C'est la capacité, justement, à l'intelligence artificielle de reproduire tel quel le comportement humain, en fait. Et ça, c'est un truc, justement, j'ai mon prof en NLP à qui j'ai posé la question. Je lui ai demandé, monsieur, est-ce que vous pensez, justement, qu'il y a forte apparaîtra un jour? Parce que Mhm, là, on est beaucoup sur l'IA faible, en fait, hein, beaucoup sur l'IA faible, justement, des chatbots entraînés qui mhm, répondent. mhm, Mais il a pas su me répondre. Il m'a répondu non. Il m'a répondu non, hein. Pour être là, il m'a répondu non, mais sa réponse, elle était influencée par le doute, en fait. Il y avait beaucoup de doute dans mhm. cette question. Oui, oui, Ça, oui, dans sa réponse plutôt. c'est compliqué parce qu'en fait, ce qui se passe avec l'IA forte, la question de l'IA forte, c'est la question de l'humain. C'est qu'est-ce qu'on est? On ne le sait pas vraiment. Mhm. Déjà, on n'a aucune foutue idée de c'est quoi la conscience et comment le cerveau il fonctionne. Tu as plein de gens qui nient que le problème difficile de la conscience n'existe pas, mais en vrai, bah, genre, comment ça se fait que, comment ça se fait que tu ressens la douleur? Pourquoi est-ce que tu peux pas juste agir sur le fait que tu as mal? Pourquoi est-ce que tu as en plus besoin d'avoir mal? Je sais pas si tu Mhm. vois la Ouais. question. Ouais, ouais, Genre, si tu poses ta main sur un truc chaud, tu pourrais juste retirer ta main. Pourquoi est-ce qu'en plus tu as besoin de sentir la douleur? Ça, c'est le grand problème de la conscience. Et plus largement, bah, l'être humain, il est d'une complexité pas possible, que ce soit dans les interactions sociales, dans le mouvement du corps, tous les sens. Pour recréer une IA qui se comporterait comme un être humain, ça reviendrait à créer un être humain parce que je pense je pense qu'en soi, c'est une question qu'on se pose, mais c'est des fantaisies de science-fiction pour moi. Parce que non, on n'arriverait pas à créer, un être humain parce qu'il faudrait recréer un être humain. Par contre, on arrivera, je pense, effectivement, à créer une nouvelle forme de vie, éventuellement, qui, sera similaire à nous parce qu'elle viendra de nous, mais aura aussi ses propres particularités. Ça, je pense que oui, on arrivera éventuellement à créer une forme de vie. Je pense que ça va nécessiter certaines, évolutions, enfin certaines évolutions technologiques qu'on n'a pas, surtout la conscience. Moi, le gros problème que j'ai avec l'IA actuellement, en tout cas la grosse barrière pour arriver à une IA forte, c'est la conscience. C'est le problème du libre arbitre, le problème de la comment dire? Libre arbitre, le problème de l'initiative, de la créativité, mhm. cette Ouais. capacité d'agir comme un agent, autonome et indépendant, avec une envie de survie et un fonctionnement, un être, quoi, un être, conscient avec une âme, si on peut aller jusque-là. Et Ouais. ça, c'est oui, non, on est très, 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 très loin d'arriver nulle part proche de ça. Et moi, j'avais écrit un article là-dessus sur mon blog. Je suis persuadé que la conscience a un aspect non déterministe que l'algorithmie actuelle ne peut pas, arriver à assimiler. Pour l'instant, Je ça arrive pense que pas. ça va nécessiter une nouvelle forme de calcul. Ça, c'était aussi la thèse de Roger Penrose, qui lui explique ça beaucoup mieux que moi. Euh, donc c'est dans son bouquin Emperor's New Mind. Je l'ai juste ici. Mhm. Je te le conseille si c'est une question qui on ne voit pas très bien du coup avec ça. Comment tu l'écris? Emperor's Emperor's. New Mind. Je ne sais pas Ouais, si on ok. arrivera à bien voir. Ah. Je l'entends. Et ça, c'est vraiment ce bouquin-là. Enfin, c'est une thèse, hein, c'est pas une vérité. C'est en pleine réflexion parce que c'est un grand sujet très très complexe. Mais ce qui t'explique, c'est que basiquement, la conscience a des comportements et des fonctionnements qui sembleraient puissent pas être calculés à travers une suite d'instructions. C'est-à-dire qu'un algorithme, voilà, c'est une suite d'instructions. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il semblerait que la conscience soit en partie un système non déterministe. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une suite d'instructions, il y a quelque part là-dedans comment dire? Une sorte de c'est difficile même d'imaginer parce Mhm. qu'on n'est jamais sorti de l'algorithmie, mais Mhm. une sorte de voilà de la chaîne causale comme on l'imagine depuis longtemps avec, le fonctionnement newtonien de l'univers, ne semble pas être suffisant, pour expliquer la conscience. Et donc Penrose, lui, explique qu'il faut qu'on aille au-delà de ça, notamment potentiellement avec le quantique. Mhm. Il semblerait être notre seule porte ouverte actuellement, hein, même si ça se trouve, c'est que des fantaisies aussi, mais je pense en tout cas comme lui que
les ordinateurs tels qu'ils existent maintenant ne peuvent pas faire de la conscience et donc ne peuvent pas faire des IA fortes. Et donc, c'est une question qui est pas pour tout de suite, quoi. Ouais, ok. Ouais, On en est très, très, très loin, je pense. ok. Ok, 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 ok. Ok. Il est bien les bêtes de 7 heures, donc on va pas continuer. Je me demandais, si j'avais d'autres questions, est-ce que je pourrais te les envoyer par hasard? Tu peux, hein. Quand tu n'as plus le temps pour discuter, toi? Non, c'est juste que je viens à bout de mes questions. Je viens à bout de mes Ok, d'accord. questions. Et j'avais une dernière question, mais justement, en fait, je vais reprendre cette réunion. En fait, je vais la réécouter et je suis sûr que j'aurai des questions. Je suis sûr que j'aurai des questions. Du coup, ma question, c'est seulement savoir si, est-ce que si j'ai d'autres questions, est-ce que je peux te les envoyer ou potentiellement refaire un autre meeting ou peu importe. Est-ce que ça t'arrange? Oui, tu peux m'envoyer des questions, pas de problème. Mhm. Ouais, que ça va. Je vais répondre quand j'ai le temps. Ouais. Et aussi, du coup, ma dernière préoccupation, c'est de savoir simplement, est-ce que tu as d'autres sujets pour moi? Est-ce que tu as d'autres informations? Est-ce que tu as d'autres idées que je pourrais Mhm. aborder justement pour développer mon mémoire quand je lis l'IA au chatbot? Est-ce que tu as des sujets sur lesquels je pourrais discuter, que je pourrais aborder Mmh. Alors, il y a rien qui me vient tout de suite à l'esprit parce qu'on a quand même brassé assez large. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Pam. Ouais, on a quand même brassé assez large, je sais pas. Parce qu'on a parlé des embeddings, on a parlé de l'hiver de l'IA, on a parlé des Mhm. transformers, des architectures neuronales. Heu, on a parlé des données. Il y a beaucoup de choses à dire sur les données on n'a pas dit en soi. Ouais. Qu'est-ce que c'est une donnée? Qu'est-ce qu'une source? D'où est-ce qu'elles viennent? Comment est-ce qu'on les travaille? Comment est-ce qu'on les cure? Mhm. Ça, c'est quelque chose aussi. Mais j'ai pas vraiment, truc. Comment tu penses que l'IA pourrait aider les chatbots dans les questions d'accessibilité IT, justement? Mmh. Alors, en termes d'accessibilité, il y a eu quand même pas mal de boulot qui se sont faits. Notamment, par exemple, il y a des gens qui travaillent beaucoup à essayer de traduire le langage des signes en mots automatiquement avec des gants, Ok. qui vient traduire. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui peut venir aussi s'intégrer dans un chatbot. Hem, Tu peux aussi avoir des chatbots, j'imagine, comment dire? C'est tout à fait imaginable d'avoir un chatbot. Non, attends, non, c'est des idées débiles. Non, scratch that. Heu, Non, pas de souci. Idée débile. Non, non, non. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Pour l'accessibilité. C'est pas vraiment mon sujet de Ouais, prédilection, du coup, j'imagine. je peux pas forcément prendre l'idée. C'est plus pour avoir ta perception, en gros, on sait Mmh. jamais. J'ai pas beaucoup de gens autour de moi qui ont ce genre de problème, du coup, c'est pas le genre de choses auxquelles je réfléchis beaucoup. Mhm. Je sais pas trop te dire, non. Je, c'est déjà bien, je veux dire, il y a déjà du contenu un gros contenu à traiter, et je compte le faire, en tout cas. Voilà, merci pour ces minutes, pour cette heure que tu m'as consacrée. Justement, c'était une heure très enrichissante. Je vais construire, justement, je vais développer davantage ce chapitre qui porte sur l'intelligence artificielle. Euh, je saisis l'occasion pour demander un truc qui ne devrait pas se demander normalement. Mais est-ce que, lorsque tu auras du temps, je pourrais t'envoyer justement cette partie pour que tu puisses me donner plus me mettre des commentaires ou me donner des idées ou même me montrer mes erreurs de raisonnement ou je ne sais pas. Est-ce que Comment ça, sur ton mémoire, tu veux dire? je vais faire cette partie, donc la partie sur l'IA, en fonction de tes commentaires, de tes informations, etc. Je vais tout finir. Ça fera quelques pages. Est-ce que ça te tenterait? Est-ce que tu
pourrais repasser derrière pour me donner des Mhm. commentaires par après, pas tout de suite, hein, je veux dire, c'est à remettre en fin mai, mais voilà, est-ce que cette idée te tente? Est-ce que tu pourrais repasser derrière pour me donner des avis ou Bah, écoute, si ça fait pas 2000 pages, je Non, peux non, regarder. ça fait moins, ça fait environ 5 pages, je crois, 5 6 pages, un truc Oh comme ça. oui, mais ouais, je peux regarder rapidement, oui, c'est pas un problème. Ouais, ça, 6 pages, quoi. Donc voilà. Je m'arrête là. Je vais dire, on peut s'arrêter là. Magnifique. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un énorme Ah bah, c'était une moment. belle discussion, ouais. Je me Ouais, demande d'ailleurs si, avec ton autorisation, si je peux pas publier ça sur mon blog. Est-ce que ça peut être une belle discussion ouais, bien sûr, ça me à dérange pas du soumettre? tout. Moi, ça me dérange pas du tout. Tu peux le mettre où tu veux. Moi, j'ai beaucoup aimé interagir avec toi. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient justement avoir ce genre de conversation avec les experts. Le seul problème, c'est vrai que les experts, vous n'êtes pas facile à trouver. C'est pas facile à trouver, il y en a pas beaucoup hein, dans le domaine. Ouais. Ça, c'est un Mhm. problème. Et puis, Ça, c'est tout nouveau, quoi. Et puis, oui, mais c'est important parce que c'est un sujet qui est en train d'exploser et qui va affecter beaucoup de gens, qu'ils le sachent ou non, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, non, ça, je me suis rendu compte que c'était pas facile à trouver parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, encore plus en Belgique. Voilà, j'ai quand même galéré. J'ai fini par trouver, mais j'en ai même pas eu des tonnes non plus. J'ai eu que toi, en fait, pour te dire. Ok, ouais. Euh, ouais, Tu vas y vraiment. trouver comment, toi, exactement? Je sais, par curiosité. Par Internet, par Internet, en fait, j'ai cliqué, j'ai fait une bête recherche, hein, expert en intelligence artificielle, mais Belgique, parce que j'en voulais un Belge, en fait. Je voulais un Belge, une personne qui a la même réalité que moi, en fait, hein, une personne qui a la même réalité que moi. Ok, ouais. Et j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. J'ai continué à chercher, j'ai dû appeler des écoles, j'ai dû contacter d'autres organismes. Et puis finalement, en recherchant, je suis tombé sur une page, je sais pas si c'est une page web comme ça, dans laquelle c'était un article en fait. Et il y avait ton nom et il y avait marqué expert en intelligence artificielle, tu vois, docteur plutôt en intelligence artificielle. Et je me suis Ok. dit, bon, top. À mon Il y avis, t'as avait trouvé mon ton, blog, quoi. et il y avait ton contact en fait, sûrement, et c'est ça, c'était ton blog, il y avait ton contact, je me suis Ah, dit, ouais, ok, ok, ok. parfait. Donc ouais, ouais, c'était pas facile à trouver, mais j'ai quand même fini par trouver, c'est intéressant. Ah, bah, super. Bah oui, on n'est pas beaucoup, hein, c'est le tout, c'est le début, c'est le début. Ah, c'est le début, mais ça arrive, quoi. J'imagine ça arrive, j'imagine que ça arrive. Et je pense que dans le futur, ça ne sera même pas, enfin, tellement que ça va devenir général que beaucoup de gens qui ne sont pas forcément docteurs vont s'y intéresser et seront capables de Oui. pour répondre à ces questions-là, en fait, Mhm, mhm. et de comprendre des sujets, en fait. Mais j'espère bien que ça va devenir très, très, très important, très, très vite. Ouais. C'est ça. C'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup, encore une fois. Bah, merci Merci à toi, pour ton c'était temps. super cool. Oui, bien sûr. Je te tiens au courant si j'ai des questions par après. Et Avec oui, on plaisir. reste en contact. On reste en contact. Je te souhaite une très Salut. bonne soirée et une très bonne fin de semaine. Ah, toi aussi. Merci beaucoup.